Hello, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, on va commencer. Donc, vous connaissez tous Marion, qui est égyptologue et membre scientifique à l'IFAO depuis bientôt 4 ans, donc comme moi, et qui étudie les temples gréco-romains en Égypte, et qui étudie à la fois leur production, donc l'époque à laquelle ils sont nés, et puis aussi tout ce qui s'est passé après coup. Parce que comme on le verra aujourd'hui, tout ce qui se passe après la construction nous raconte beaucoup d'histoires, et toutes les manipulations et dommages portés à un temple nous racontent beaucoup de choses. Voilà, à toi Marion. Merci Simon pour cette présentation. Effectivement, je sors un petit peu dans ce nouveau projet de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui de mes thématiques habituelles qui sont plutôt sur la période d'utilisation des temples égyptiens anciens, en m'intéressant à leur devenir après l'époque pharaonique. Je vais commencer par une introduction très sommaire pour vous rappeler où est Dendera, même si j'imagine que la plupart d'entre vous le sait. Dendera se situe donc à une 60aine de kilomètres au nord de Thèbes, de Luxor. Il s'agit d'un grand complexe religieux de l'époque pharaonique. C'est la capitale du 6e nome de Haute-Égypte et cette ville et son temple ont été au cœur des pratiques religieuses et un centre important durant toute l'époque pharaonique jusqu'à l'époque romaine, et puis on le verra également un peu au-delà. Le temple principal est lié à la déesse Hathor, vous le voyez ici sur le plan et ici sur la photo, et puis vous remarquerez qu'autour se trouve un certain nombre d'autres bâtiments satellites, et celui dont je vous parlerai le plus aujourd'hui est le mamie romain qui se situe ici. Alors, ce projet se développe dans le cadre de la mission archéologique de Dendera que j'ai rejoint cette année en janvier pour mener un projet de recherche donc, sur ce Mamisi de Dendera qui se trouve finalement ce projet de recherche à la jonction entre l'histoire pharaonique du site et l'histoire postérieure. La mission archéologique de Dendera rassemble des membres avec des spécialités très diverses et s'intéresse donc aussi bien à l'archéologie qu'à l'archéoacoustique, à l'étude des matériaux aussi, il y a des travaux de restauration et puis évidemment aussi un volet sur la philologie et l'épigraphie. Et donc tous les membres de cette équipe travaillent ensemble à l'étude du site et tout particulièrement 2023 et la reprise de la direction par Mathieu Van Pen, la nouvelle direction scientifique dans l'étude du site s'intéresse à finalement la fin des cultes pharaoniques et l'évolution du site à l'époque byzantine puis pendant l'époque médiévale. Les différents projets qui s'articulent à ce jour autour de cette nouvelle thématique commencent donc à l'époque pharaonique avec le dernier grand projet pharaonique mené sur le temple qui inclut particulièrement ce Mamisi dont je vous parlerai ensuite, dont l'étude épigraphique est faite par René Preiss et Alexa Rickert, ainsi que par Mounir Habashi, qui n'était malheureusement pas parmi nous en janvier, mais qui fait partie également de l'équipe. Et puis, la transition se fait progressivement, puisque ce Mamisi a servi de carrière de pierre pour construire aussi une basilique qui est étudiée par Perrine Pilette et Marie-Blandine Bost dans le cadre de la mission. Tout le contexte culturel autour de cette basilique et de cette transformation du site de Dendera d'un lieu de culte pharaonique à un lieu de culte chrétien autour de l'évêché de Dendera est étudié également par Perrine Pilette et Emmanuel Serdiou qui s'intéressent aux graffitis qui sont présents sur le site et donc qui éclairent aussi sur l'accessibilité du site et de ses différentes parties. Et puis cela se prolonge également avec des fouilles archéologiques, notamment les fouilles de Mathieu Van Pen sur le sommet de l'enceinte qui entoure le site et qui sont en fait les seuls vestiges de la ville qui s'était établie sur le site de Dendera entre la fin de l'époque pharaonique et puis surtout l'époque byzantine et l'époque médiévale. Puisque, comme vous le savez sans doute, le site a été dégagé un peu de façon manu militari au XIXe siècle pour le rendre accessible à la visite et aux recherches égyptologiques. Et donc finalement, tous les vestiges archéologiques des réoccupations du site
ont été enlevés et les seuls éléments qui nous en restent pour l'instant se trouvent au-dessus des enceintes, puisque les enceintes en briques crues ont été préservées dans la phase de dégagement, et donc les seules couches archéologiques qui restent se trouvent au-dessus de ces enceintes, en tout cas pour les périodes les plus récentes. Voilà, donc le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le mien, ça se trouve finalement à l'articulation entre la partie pharaonique du bâtiment et son devenir a posteriori, puisque je vais travailler sur la réception de la décoration du temple à l'époque postérieure au culte pharaonique. J'en profite aussi pour signaler, dans le cadre de cette nouvelle direction des recherches dans le cadre de la mission, un article qui vient de paraître dans les Annales islamologiques et qui fait un peu le point, justement, une vie après Hathor, sur ce que l'on connaît à ce jour dans les sources médiévales et dans les sources archéologiques de la ville de Dendera. Et puis les membres de l'équipe présenteront aussi 3 ou 4, je crois, présentations lors du colloque Crépuscule des Dieux qui aura lieu à Toulouse en mars 2027. Voilà, trêve de remarques préliminaires, commençons à rentrer dans le vif du sujet. Ce Mamisi romain, donc, dont je vous parle depuis tout à l'heure, il se situe dans la partie nord du complexe de Dendera. Vous le voyez ici de loin, dans une vue qui est prise depuis l'enceinte qui entoure le site, justement. Sa construction a été entreprise sous les Julio-Claudiens, donc au début de l'époque romaine, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, puis a été décorée dans la deuxième moitié du 1er siècle avec une décoration qui commence sous le règne de Trajan. Cette décoration se poursuit dans les règnes suivants jusqu'à être interrompue après le règne d'Antonin. C'est le dernier pharaon, si on peut encore l'appeler comme ça, dont on est les cartouches sur le bâtiment. Et ensuite, le projet est abandonné. Une partie du Mamisi reste donc non décorée, ce qui est aussi une chance d'ailleurs pour l'étude des pratiques et des techniques de décoration et de gravure des temples égyptiens. Ensuite, ce Mamisi est finalement méconnu, comme le reste du site de Dendera, où on a assez peu d'informations, en tout cas du point de vue archéologique, sur ce qu'il s'y passe, jusqu'à sa redécouverte finalement au XIXe siècle, à une époque où le temple était presque entièrement enseveli. Vous voyez ici, par exemple, dans la description de l'Égypte, un passage qui mentionne non seulement le temple d'Hathor, mais plus spécifiquement le Mamisi romain, et qui dit que les décombres sont même tellement accumulés dans l'emplacement de l'ancienne ville qu'ils menacent d'envahir entièrement et de faire disparaître pour toujours le petit temple ou Typhonium situé à l'ouest. Donc le Typhonium, c'est le nom qui est donné au Mamisi dans la description de l'Égypte. Donc l'une des questions qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qu'il se passe sur le site de Dendera en général, et pour moi plus particulièrement au niveau du Mamisi romain, entre finalement le IIe siècle après Jésus-Christ, donc la fin des travaux sur ce bâtiment, et le XIXe siècle, où on commence à avoir à nouveau des sources par l'iconographie, par les récits de voyageurs, etc. Vous voyez ici une comparaison entre une des premières photos que nous connaissons du Mamisi, qui a été prise par Félix Bonfils autour de 1867-1871, avec les niveaux d'ensevelissement du Mamisi par rapport au Mamisi dégagé actuellement. Donc il est enseveli sur sa partie avant d'un bon tiers de sa hauteur. L'enjeu de ce projet, que je mène avec cette recherche que je mène avec Perrine Pilette et Emmanuel Serdiouk, c'est de réécrire finalement l'histoire de ce Mamisi après la fin des cultes pharaoniques. Pour cela, nous allons croiser les sources écrites, à savoir les récits de voyageurs médiévaux et modernes, les sources iconographiques aussi, donc en se basant sur les dessins, les photographies anciens que nous pouvons retrouver. Et puis aussi sur le bâtiment lui-même. Cela implique d'étudier à la fois les traces de modifications architecturales. Si je reviens sur la photo précédente, vous voyez peut-être ici un certain nombre de trous en diagonale ici, qui par exemple sont les vestiges d'un escalier qui a été implanté à un moment donné dans cette paroi. Donc en étudiant ces traces de modifications architecturales, on peut aussi commencer à cerner un peu ce qui se passe dans ce bâtiment. Les martelages aussi sur les scènes égyptiennes anciennes, les cupules, qui sont un phénomène encore assez mal compris finalement et qui s'étend sur une vaste période. Et puis également les graffitis, notamment les graffitis copto-arabes, qui sont le cœur de sujet d'étude de Perrine Pilette, et les graffitis de voyageurs modernes que Emmanuel Serdiouk examine plus précisément.
Et pour ma part, j'ai aussi un focus plus particulier sur les prélèvements de signes hiéroglyphiques, qui est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, un prélèvement de signes hiéroglyphiques, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à ça, voilà, c'est les deux images que je vous ai mises ici en exemple. Et c'est quelque chose souvent soit qu'on ne voit pas, parce qu'on regarde tout le reste, mais pas ce qui manque, soit que l'on catalogue un peu vite, peut-être comme étant des tentatives de récupération de parties de la paroi par des antiquaires voulant revendre des fragments de temples anciens ou de tombeaux anciens à des touristes ou à des musées. Cependant, la question est probablement plus complexe que cela. Et comme c'est un sujet d'étude qui est finalement assez nouveau, qui a été peu travaillé jusqu'à présent, j'ai décidé je ne savais pas très bien par quel bout le prendre pour vous le présenter. Et donc, j'ai décidé de partir sur une série de questions qui sont sans doute familières des journalistes, mais qui prennent leur source en fait même déjà chez Aristote, d'essayer de cerner un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe autour de cette action de prélèvement de parties de la décoration sur les temples, en se posant les questions de qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Alors je ne vais pas prendre des questions dans cet ordre-là, parce que vous allez voir qui, c'est probablement la question la plus compliquée, alors qu'en général, c'est la question la plus simple. Mais on va essayer de faire un petit tour de ces prélèvements de signes à travers ces questions. Juste avant de commencer, une image qui vous montre que ces prélèvements de signes, ils sont déjà pas quelque chose qui est arrivé très récemment, puisque par exemple celui que vous voyez ici, là, et puis on en devine un autre ici. Je ne sais pas si vous voyez, oui, si vous voyez ma souris. On les retrouve déjà sur la photo de Félix Bonfils que je vous montrerai plus tard. Ce sont les taches un peu plus sombres ici qui correspondent à ces prélèvements. Donc déjà au milieu du 19e siècle, ils étaient présents. Donc alors ça n'élimine pas complètement l'hypothèse des antiquaires, mais déjà ça montre que c'est une pratique qui n'est pas si récente que ça. Alors la première question, c'est combien ? Pour l'instant, j'ai mené une campagne de 3 semaines sur le terrain seulement, et en 3 semaines, j'ai enregistré 152 prélèvements. C'est loin d'être la totalité des prélèvements sur le Mamizis romain. J'estime le nombre total entre 200 et 250 prélèvements. Voilà, la campagne prochaine devrait permettre de finaliser cet enregistrement. Donc là, tous les résultats que je vais vous présenter sont très préliminaires puisqu'ils sont basés sur une partie seulement des prélèvements présents sur le site. Où est-ce qu'on les trouve ? Alors là, c'est pareil, c'est très préliminaire puisque je n'ai pas fini mon tour du Mamizis, mais on en trouve beaucoup dans les salles intérieures, notamment les salles A et B du Mamizis, ainsi que dans l'escalier. Vous voyez que l'escalier est celui qui a clairement le plus de prélèvements, surtout qu'il s'agit d'un espace finalement assez restreint. Il manque aussi un certain nombre de prélèvements que l'on retrouve sur la partie extérieure du Mamizis, où il y en a également beaucoup, particulièrement en altitude. Et effectivement, c'est un des éléments importants à noter. On trouve des prélèvements depuis le soubassement jusqu'à la corniche, donc on en trouve vraiment à tous les niveaux dans le temple. Ça aura une importance ensuite sur la question de la datation, parce que autant on peut facilement prélever des signes au niveau du soubassement quand le temple est complètement dégagé, autant les prélèvements au niveau de la corniche impliquent a priori soit un équipement matériel assez conséquent, soit simplement que le niveau du sol se soit rehaussé au fil du temps. Donc en fonction de la position des prélèvements dans le temple, aussi entre l'extérieur et l'intérieur, puisque les niveaux d'ensablement ne sont pas les mêmes entre l'intérieur et l'extérieur, on peut commencer à essayer de préciser un peu la datation de tout ça. Alors l'autre question importante, c'est qu'est-ce qu'on prélève ? Ça, parce que finalement, si on s'embête à prélever des signes, il faut bien qu'il y ait une raison derrière, ça sera le pourquoi, mais aussi qu'on essaye donc pour cela de déterminer qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on va essayer de prélever. En l'état actuel des identifications, qui sont fondées en partie sur ceux qui n'ont pas été complètement prélevés et en partie sur des restitutions probables des textes hiéroglyphiques maintenant à trous, on peut voir que le prélèvement principal concerne les signes de l'enfant. Vous voyez ici par exemple une tentative de prélèvement, on voit que le mur a été entaillé de part et d'autre du signe, et puis finalement le projet a été abandonné. Un autre exemple ici vous montre que le signe a été entièrement prélevé, et là on serait bien en peine a priori de savoir qu'est-ce qui a été prélevé,
mais le contexte nous permet d'affirmer que c'était très vraisemblablement aussi le signe de l'enfant, puisqu'on se trouve au-dessus des cartouches royaux, et que le titre que l'on attend ici est le titre de fils de Ré, qui peut s'écrire en tout cas avec le signe de l'enfant pour fils, et le disque solaire pour Ré, et on voit ici encore les traces du disque solaire. Donc probablement ici, c'est bien un signe de l'enfant qui a été retiré de la paroi. L'autre élément privilégié, ce sont toutes les représentations de sexe masculin, notamment le sexe du dieu Bès, puisque dans le Mamisil, il y a énormément de représentations du dieu Bès. Celui-ci a été quasiment systématiquement prélevé, comme vous pouvez le voir ici. Et puis les sexes des dieux d'enfants, puisqu'on en a aussi un certain nombre de représentations. Ça, c'est le cœur finalement de ce qui a été prélevé sur ce site. On trouve aussi d'autres signes, par exemple des oiseaux. Vous voyez ici aussi un début de prélèvement qui a été abandonné. Des serpents, si c'est bien ça qu'il faut... on a effectivement un serpent ici. Après, la question, c'est aussi de quelle est l'interprétation qui est faite par des gens qui ne lisent plus les hiéroglyphes de ces signes-là. C'est difficile à dire. Donc on trouve aussi des serpents. Un élément qu'on le retrouve à 2 ou 3 reprises qui est un bras ou une main, alors que j'aurais tendance à rapprocher peut-être de la Khamsa ou de la main de Fatma. C'est une piste à creuser. Et puis on va retrouver aussi par exemple une tentative de prélèvement ici d'un signe d'une femme en train d'accoucher. Alors là en l'occurrence le prélèvement a peut-être été arrêté parce que si vous regardez ici il y a un joint qui passe au milieu du signe, un joint entre 2 pierres, donc il n'y avait plus de possibilité de prélever le signe en entier dans ce cas-là, donc c'était un mauvais choix quelque part. On a aussi le phallus de Mine, donc là on retombe sur les histoires de sexe comme celle du sexe de Bès et du sexe du dieu enfant. Et puis on a d'autres individus, par exemple ici un roi en posture Hénou. On peut se demander dans quelle mesure ce signe-là n'a pas été confondu avec un signe de l'enfant en train justement de gesticuler. Et il en va de même pour ce signe de l'homme qui porte la main à la bouche, qui est un signe hiéroglyphique distinct, mais qui pourrait aussi aisément être confondu avec le signe de l'enfant. Et puis on retrouve d'autres animaux, par exemple ici un petit chat, vous voyez peut-être son oreille, sa tête, son dos ici. Et puis on a un début de contour qui a été fait ici et puis qui s'est arrêté. Ou encore une vache, là aussi, qui a été en partie prélevée. Donc on a finalement une assez grande variété de signes avec un focus particulier sur les enfants et les sexes masculins, et puis un autre finalement sur les animaux, les oiseaux, les serpents, les chats, les vaches. On a quelque chose autour des animaux. Alors ensuite, l'autre question, c'est comment ? Comment est-ce qu'on prélève ces signes ? Alors, là encore, l'étude est en cours. Pour l'instant, j'ai pu identifier plusieurs outils, notamment le ciseau droit, qui représente à peu près 14% des signes que j'ai étudiés pour l'instant. La pointe, qu'on appelle aussi la broche. Vous voyez ici, les traces sont assez distinctives avec ces traces d'impact tout autour du signe prélevé. Là, on est à peu près sur un petit tiers des occurrences. On a aussi, alors ça c'est une seule fois pour l'instant, c'est le ciseau grain d'orge qui est caractéristique avec ces stries finalement dans les marques d'outils. Et puis un dernier outil que pour l'instant je n'ai pas identifié avec certitude. Thierry Grégor qui devrait venir lors de la prochaine mission de Dendera et qui est tailleur de pierre travaillera aussi avec moi sur la question de ces identifications et puis probablement sur de l'archéologie expérimentale pour justement confirmer les outils qui ont été utilisés. J'aurais pensé à une scie peut-être au départ, mais finalement la forme des traces n'est pas si évidente. En tout cas, ça ressemble à quelque chose un peu comme un couteau ou une pointe qui a été souvent, qui a servi à frotter comme ça. On a des traits parfois assez droits, comme vous pouvez le voir ici, parfois quelque chose d'un peu plus courbe, ce qui effectivement ne correspond pas avec une lame qui serait une lame longue qui serait frottée contre la paroi. Donc voilà, il y a quelques tests à faire sur ces signes-là, mais qui représentent finalement, enfin sur ces outils-là, pardon, mais qui représentent finalement 55% des attestations. Donc c'est l'outil le plus utilisé dans ces prélèvements.
Donc on a en fait a priori des outils qui sont les outils des tailleurs de pierre. Donc on vient prélever ces signes avec des outils spécifiques et pas juste avec ce qu'on a sous la main a priori. Donc c'est intéressant aussi pour comprendre qui vient étudier prélever ces signes. L'autre question intéressante, c'est celle aussi de la réussite ou de l'échec ou de l'abandon de ces prélèvements. Dans 70% des cas, on a un trou. C'est tout ce qui reste du prélèvement. Donc on a effectivement un prélèvement qui est arrivé à terme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vous en ai montré beaucoup, et pour l'identification en tout cas, tant que je n'ai pas encore fait tous les textes à trous du site, c'est ce qui est le plus facile finalement, de se baser sur les signes qui ont été abandonnés, puisqu'on peut encore les identifier. Donc il y a des abandons comme celui-ci où on a vraiment juste commencé à gratter et puis on s'est arrêté. Parfois la raison apparaît, par exemple sur le signe de la femme allaitante, puisqu'il y avait le joint, ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à reprendre un signe complet, donc ils ont arrêté. Là ici, on ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté. Ils sont peut-être fait interrompre ou ils ont trouvé autre chose ailleurs. Dans d'autres cas, on peut imaginer pourquoi le prélèvement a été interrompu. Ici, dans les deux cas, on devine encore un signe de l'enfant, mais dans le cas inférieur, on voit que le trait de scie passe à travers les jambes du signe, donc ça veut dire que le signe n'est plus complet, donc là aussi on s'arrête. Et puis dans celui du dessus, on voit qu'au moment de la tentative de prélèvement, le signe s'est cassé, donc là aussi on a arrêté le prélèvement. Cela montre aussi que l'intérêt de faire ça était d'obtenir un signe complet et qu'un signe amputé d'une partie de son intégrité n'avait plus de valeur. Donc dans les 70% de réussite, on peut quand même se demander à quel point l'intégralité de ces signes prélevés était encore entier au moment du prélèvement, puisque le détachement du bloc peut avoir entraîné aussi une fracture du signe. Et puis, je me suis rendu compte aussi que finalement, même dans le cas où les signes ont pu être prélevés, parfois des manipulations postérieures peuvent conduire à ce qu'ils soient brisés. J'ai vu ça notamment parce qu'on a fait un atelier, de taille de pierre organisé entre autres par Anna Lagaron en février à l'IFAO, et que au cours de cet atelier, j'ai mentionné ces prélèvements et Mahmoud a décidé de tailler un de ces signes dans la pierre et de le prélever, faire un peu d'archéologie expérimentale pour voir ce qui se passait. Donc il a dessiné son signe, il l'a prélevé, il l'a détouré, il l'a sorti, et il était sorti en un seul morceau. Et puis, il y avait un petit peu des esquilles, des morceaux qui dépassaient sur les bords. Il s'est dit, je vais le retailler un petit peu pour qu'il soit plus joli, qu'on ait vraiment la forme et tout ça. Et en faisant ça, le signe s'est cassé. Donc finalement, c'est pas non plus parce que le trou est intact et qu'on peut se dire que tout a été prélevé en un seul morceau qu'il n'a pas été nécessaire ensuite de reprélever quelque chose d'autre à côté à cause d'un geste malheureux en voulant trop bien faire. Voilà. L'autre question importante maintenant, c'est quand ? Puisqu'on a vu donc sur la photo de Félix Bonfils au milieu du 19e siècle, les prélèvements étaient déjà présents. Il s'agit ici d'essayer d'affiner un petit peu ces datations. Et il y a pour cela plusieurs moyens, notamment et principalement des datations relatives, puisque on a peu d'informations qui permettent de dater autrement qu'avec les vestiges qui sont encore présents sur place. Dans la salle B du Mamizi, on a un élément de datation relative qui est intéressant, qui est les traces d'un incendie. Vous voyez par exemple ici sur ces photos que les parois sont entièrement noircies des suites donc, de cet incendie, et que certains des prélèvements les traces d'outils sont blanches. Donc cela montre que le prélèvement a eu lieu après l'incendie. On le voit très bien ici autour de la vache, et puis on le voit ici aussi où on reste un signe entièrement prélevé et parfaitement blanc, donc postérieur à l'incendie. Mais dans cette même salle, on a aussi des traces d'un prélèvement qui est antérieur à l'incendie. On devine ici des restes de traces de prélèvement, et l'aspect de la pierre autour est caractéristique d'une pierre qui a sauté ensuite au moment de l'incendie. Et comme on ne voit pas le reste des traces de prélèvement sur cette partie-là, probablement le signe était déjà prélevé au moment où l'incendie a eu lieu. C'est le cas aussi ici pour le phallus de Mine,
où on voit que l'empreinte laissée dans la pierre par le prélèvement du phallus est noircie aussi par l'incendie. Donc on a une pratique qui s'étend quand même sur une certaine durée, au moins déjà de part et d'autre de cet incendie-là, qui reste encore à dater, qui ne sera peut-être pas forcément possible de dater, mais qui nous montre l'amplitude chronologique déjà de cette pratique. Une autre possibilité de datation relative dont je parlais déjà un peu plus tôt, c'est la hauteur des signes et des prélèvements sur la paroi par rapport à l'enfouissement progressif du temple. Pour cela, la façade sud du Mamizi est un excellent exemple, puisque on peut y voir un certain nombre d'événements qui se sont passés et l'empreinte finalement de cet enfouissement du temple. Le premier élément que l'on peut regarder, c'est toutes les scènes d'allaitement qui présentent un dieu enfant sur cette façade-là, sur le registre inférieur de la façade. Le premier donc la scène la plus à l'ouest, le sexe du dieu enfant a été prélevé. Mais dans la suivante et dans toutes celles un peu plus loin, ce n'est pas le cas. Le sexe est encore présent. Et on peut se demander, alors que partout ailleurs, notamment les sexes du dieu Bès, mais aussi les autres sexes du dieu enfant, ont été tous prélevés, pourquoi ceux-ci y ont échappé ? Une des possibilités serait un enfouissement d'une partie du temple. Si l'on compare avec le reste des interventions sur cette paroi, notamment en vert toutes les traces de martelage, et en bleu donc ce sont les prélèvements, on constate donc que les traces de martelage se répartissent selon une diagonale finalement, et que les prélèvements sont majoritairement en hauteur, à l'exception donc du sexe du dieu enfant en bas. Et cela correspond globalement à un enfouissement finalement du temple et à des actions contre les images portées sur ce temple qui a eu lieu après l'enfouissement du temple. D'ailleurs, au passage, cela montre aussi que ces martelages que l'on attribue généralement aux premiers chrétiens sont probablement, en tout cas sur ce site-là, postérieurs, puisqu'ils n'ont lieu qu'à un moment où le bâtiment est déjà à moitié ensablé. Pour ce qui est des prélèvements sur la corniche, on peut même se demander si le niveau d'ensablement n'était pas encore plus élevé, parce qu'il faudrait quand même, autant ici c'est relativement accessible, autant pour toute cette partie-là, il faut quand même des sacrées échelles pour réussir à monter aussi haut. Donc probablement le temple, ils ont eu lieu à un moment où le temple était très ensablé. Cela correspond d'ailleurs globalement au pendage que l'on observe sur les photographies anciennes, avec un ensablement, un ensevelissement qui arrive depuis l'est vers l'ouest, donc depuis l'arrière du bâtiment. Cela montre aussi que autant le bâtiment était très ensablé sur ses parties extérieures, autant l'intérieur, l'accès se faisant par le côté opposé, était probablement beaucoup moins ensablé. Sur cette photo-là, d'ailleurs, le dégagement a déjà eu lieu, puisque d'autres photos montrent que la basilique qui se trouve ici au premier plan était quasiment entièrement recouverte également, ce qui correspond bien aussi à ce niveau d'ensablement-là, à peu près au niveau des chapiteaux, que l'on peut suggérer. Un autre élément de datation relative, c'est de comparer aussi les différents blocs du Mamizi entre ceux qui sont encore sur place et ceux qui se trouvent à d'autres endroits du site, et notamment dans la basilique, puisque la basilique, qui est située donc juste à côté du Mamizi, a été construite en partie avec des blocs réutilisés du Mamizi. Dans les fondations de la basilique, on retrouve notamment un très beau bloc représentant le dieu Bès, et vous voyez ici que le dieu Bès n'a pas du tout été ni martelé et que son sexe n'a pas été prélevé non plus. Contrairement à ce que l'on retrouve, comme je vous l'ai déjà montré, ailleurs dans le Mamizi, y compris sur les abaques où ils ont aussi été martelés. Donc, a priori, cela nous indique qu'à l'époque de la construction de la basilique, qui est datée pour l'instant autour du 5e siècle de notre ère, le Mamizi devait être intact, puisqu'aucun des blocs qui sont employés dans la basilique ne présente de martelage ou de prélèvement. Donc, ces pratiques-là ont eu lieu a priori après le 5e siècle. Donc, on a
une fourchette haute qui est donc après le 5e siècle, et puis on peut se demander quand est-ce que ça se termine. On parlait des antiquaires tout à l'heure, c'est une pratique qu'il ne faut pas complètement omettre, puisque dans cette note sur le commerce des antiquités qui se trouve dans le fonds Gaston Maspero à l'Institut de France, on mentionne les formulaires d'autorisation pour les vendeurs d'antiquités, qui stipulent que les marchands s'engagent à n'acheter et vendre que des antiquités de petite dimension, à l'exclusion des fragments de sculptures, bas-reliefs ou statues arrachés aux temples et aux tombeaux, et ce sous peine de retrait de l'autorisation. Le fait que l'on mentionne cette interdiction implique que la pratique avait bien lieu, et donc que certains des prélèvements que l'on peut constater sont peut-être dus bel et bien à des antiquaires. Alors, j'ai cherché pour essayer de mieux comprendre et d'affiner cette chronologie entre le 5e siècle et le 19e siècle, ou le début du 20e siècle, des points de comparaison. Pour l'instant, j'en ai trouvé assez peu, mais là encore, l'étude commence seulement. Le plus marquant étant ce texte de Makrizi, donc qui date du 15e siècle de notre ère, et dans lequel Makrizi évoque une légende relative au temple d'Armim en Moyenne-Égypte. Alors, je vais vous lire ce texte et vous allez comprendre pourquoi il est particulièrement pertinent pour cette étude. Donc, Makrizi dit qu'on raconte qu'il y avait dans le temple d'Armim un démon qui se tenait debout sur une seule jambe et qui n'avait qu'une main, qu'il tenait élevée en l'air, et sur son front et sur ses flancs était gravé. Bon, ça ressemble fortement à l'image du dieu Min, qui était le dieu principal du temple d'Armim, et qui est représenté effectivement avec les deux jambes jointes, donc on n'en voit qu'une seule, et avec le bras levé vers le ciel. Makrizi rajoute qu'il avait un phallus très en évidence, ce qui est également une des caractéristiques du dieu Min, adhérent au mur, et l'on prétendait que celui qui serait assez adroit pour tailler le mur autour de ce phallus et le retirer sans le briser, n'aurait qu'à le suspendre à son côté pour être constamment en érection, tant qu'il ne l'aurait pas retiré, qu'il pourrait ainsi s'unir à celle qu'il aimerait et qu'il ne faiblirait pas, tant que le phallus de pierre resterait suspendu à sa ceinture. Un des valides d'Armim l'ayant enlevé, éprouva quelques-unes de ses propriétés merveilleuses. Et si on regarde de ce texte ces images qui viennent du temple d'Horus à Edfou, où on voit très clairement le prélèvement intentionnel du sexe de Min, avec les traces d'outils là tout autour, qui montrent bien l'empreinte résiduelle du phallus. On voit que ce que nous rapporte Makrizi est effectivement ancré dans la pratique, et ça ressemble fortement à ce que l'on retrouve à Dendera. Alors, une fois pour le phallus de Min, vous l'avez vu, on en a un exemple, mais aussi pour d'autres signes, d'autres caractères. Un autre point de comparaison, qui est peut-être finalement l'envers du décor par rapport à ce que l'on a à Dendera, se trouve à Coptos, dans un article qui vient d'être publié par Laure Pantalacci dans les mélanges Lacovara. Elle suggère qu'un certain nombre de fragments de scènes pharaoniques et de hiéroglyphes qui ont été trouvés dans une couche de retaille des blocs du Mamisi de Coptos pourraient correspondre à ce genre de pratique. On voit effectivement un certain nombre de signes, par exemple celui-ci, qui est très clairement découpé de façon très propre, d'autres qui sont découpés de façon un peu moins propre, mais qu'elle interprète comme étant justement des retailles intentionnelles dans le décor des blocs, et probablement des talismans utilisés par les tailleurs de pierre eux-mêmes lors du démantèlement du Mamisi de Coptos. Peut-être pour une protection contre les accidents, ce qui expliquerait qu'on retrouve beaucoup de mains d'yeux ou de visages, des parties susceptibles soit d'être heurtées lors de la retaille des blocs, soit de recevoir des éclats de taille. Le fait que ces éléments de décoration soient restés sur place lui fait dire que c'était probablement les tailleurs de pierre eux-mêmes qui les utilisaient pendant le temps du chantier et qu'ils ont été laissés sur place une fois que l'utilité ne s'en faisait plus sentir. On n'a pas eu la chance, en tout cas pour l'instant à Dendera, de retrouver ce genre de traces. D'une part parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le temple a été vidé un peu promptement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, donc on n'a pas les couches archéologiques. Et puis peut-être aussi parce que l'intention n'était pas la même et que le prélèvement n'était pas utilisé sur place, mais emporté ailleurs. En effet, on peut trouver aussi comme élément de comparaison des choses un peu différentes, mais qui dans l'esprit sont peut-être assez similaires. Par exemple, au Ramesséum, dans un quartier d'époque byzantine daté des 6e, 7e siècles,
une douzaine de dépôts secondaires ont été trouvés à l'entrée des pièces, juste après le seuil. Et ces dépôts contenaient notamment des ousheptis brisés, donc des éléments pharaoniques qui avaient été déposés à l'entrée des pièces, interprétés comme des talismans pour protéger la maison et ses membres. Alors on n'est pas là sur un morceau de temple égyptien, mais malgré tout sur une antiquité, quelque chose qui vient d'un passé lointain et qui est réutilisé pour servir de protection dans un contexte byzantin. Cette pratique d'enterrer des figurines ou des éléments pharaoniques à l'entrée des maisons est attestée, y compris jusqu'à l'époque moderne, puisque Budge nous parle notamment de marchands dans le Vieux-Caire, dans le souk du Caire, qui enterraient ce genre de figurines sous leur maison. Par exemple ici, the ancient Egyptians used to bury figures of gods, etc., under their houses to prevent evil spirits and devils entering them from the earth. And I found in Fustat, or Old Cairo, that many householders had buried under their thresholds bronze figures of gods, stone Ushepti figures, and even portrait statues for the same purpose as their ancestors. In one quarter, the first stone a man stepped on after passing through his street door was always an ancient stele, and the greater number of those which I saw were Egyptian sepulchral stelae laid with the inscribed side uppermost. Both the stone and the inscription were supposed to be lucky, and the hieroglyphic characters were believed by many to have magic in them. Et donc cette pratique d'enterrer ou de placer à l'entrée, au niveau du seuil des maisons, des éléments égyptiens anciens, rappelle aussi les spolias du Caire islamique qui sont si chers à Simon. Donc on retrouve finalement une conception des vestiges antiques qui est relativement similaire. Cette idée que les hiéroglyphes ont une magie en eux se retrouve dans les spolias et puis par ailleurs un peu dans le monde médiéval et moderne, avec cette idée que notamment les hiéroglyphes vont permettre de repousser les oiseaux, les serpents, les scorpions, toutes les bestioles qu'on ne veut pas voir rentrer chez soi. Le fait de mettre des textes hiéroglyphiques qui comportent notamment beaucoup de signes de l'oiseau à l'entrée des pièces permet de repousser ces animaux nuisibles. Donc on peut se demander si justement les prélèvements d'animaux que l'on a pu voir à Dendera ne rentrent pas aussi dans cette catégorie-là. Par contre, on peut se demander pourquoi finalement on prélève des enfants et des sexes masculins. Alors, pour le phallus de Mine, on l'a vu avec Makrizi, c'est probablement lié à des rites de fertilité, de virilité, mais pour les signes de l'enfant, il faut sûrement aller chercher ailleurs que la virilité, et donc plutôt dans la fertilité, et notamment la fertilité féminine. C'est quelque chose qui est bien connu aussi, que cette relation entre la fertilité féminine et un certain nombre de rites, notamment liés aux antiquités et aux sites antiques. On en connaît beaucoup d'exemples, ce n'est pas le lieu de tous les citer, mais voilà, je voulais citer particulièrement ce passage du livre de Winifred Blackman, qui a été une des rares femmes anthropologues finalement en Égypte au début du XXe siècle et qui a assisté à un certain nombre de ces rites féminins pour avoir des enfants. Et elle mentionne notamment des choses liées à des éléments de l'Égypte ancienne, par exemple des colliers avec des amulettes au-dessus desquels les femmes marchaient 7 fois. Il y a souvent ce chiffre 7 aussi qui est lié à ces pratiques. Et puis des choses plus sur les sites eux-mêmes. Par exemple, elle dit que « Great efficacy is attached to the pyramids, and childless women will repair to one of them and walk round it 7 times, believing that this perambulation will assist them to become mothers. Women sometimes beg to be allowed to remove small portions of the decorated walls in ancient tomb chapels to assure their bearing children. There is also the idea that baraka is attached to anything that is old or sacred or even peculiar. » Donc on a ce lien entre l'ancienneté, entre les antiquités, et puis la baraka, donc le bon sort, et puis le fait d'éloigner tous les mauvais esprits, le mauvais œil. Cette image, qui est également tirée du livre de Winifred Blackman, montre justement des femmes qui font le tour d'un site antique, donc d'un étang au milieu d'un site antique, avec, vous voyez ici, des blocs épars.
Et donc on ne compte plus en fait ce genre de récits liés à la fertilité féminine et aux ruines. Et donc qui pourrait être aussi un élément de contexte pour comprendre pourquoi on vient prélever ces signes de l'enfant. Un autre élément important de ces pratiques de fertilité, c'est souvent aussi l'élément de peur, de frayeur qui fait qu'on chasse les mauvais esprits, qu'on exorcise finalement les djinns. Et cet élément-là me fait me demander finalement qui vient prélever ces signes dans les temples. Est-ce que ce sont nécessairement des hommes qui viennent chercher ces signes et peut-être les ramener chez eux, ou est-ce que ce sont des femmes qu'on envoie comme ça au fond d'un temple, dans un espace souvent assez sombre, par exemple l'escalier de Dendera, si on n'a pas de la lumière comme ici, c'est un espace qui est très sombre, qui fait un peu peur, qui est très étroit, et c'est là qu'on a le plus, pour l'instant, le plus de prélèvements. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement cet élément-là, et est-ce que ce ne seraient pas finalement des femmes qui auraient pu aussi venir prélever ces signes? Bon, c'est un certain nombre de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Celle-ci, probablement, je ne pourrai jamais y répondre. Mais voilà, c'est les pistes un peu que j'essaye d'explorer dans ce nouveau projet pour comprendre un peu mieux ces pratiques qui sont passées pour l'instant relativement inaperçues. Donc si on résume un petit peu toutes ces pistes de recherche que j'ai ouvertes, voilà. Alors qui, a priori, des habitants des environs, ça a l'air d'être une pratique relativement populaire. On en retrouve d'ailleurs ailleurs qu'à Dendera. On a vu des exemples à Edfu, j'en ai vu quelques-uns à Karnak aussi. Dans un certain nombre de sites archéologiques de l'Égypte ancienne, on retrouve ce genre de pratiques une fois qu'on commence à les regarder. J'en ai vu à Komombo également. Est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes? C'est une des questions qu'il faut se poser. Donc on a vu principalement, en tout cas à Dendera, il faudra aussi comparer plus tard, déjà dans le grand temple de Dendera, mais aussi sur d'autres sites, si on retrouve les mêmes choses ou si au contraire il y a des variations qui peuvent être liées aussi à des pratiques locales. On ne va pas forcément toujours aller chercher les mêmes choses dans tous les temples. Et est-ce que ces spécificités des temples peuvent être éclairées aussi peut-être par des éléments liés à l'Égypte ancienne? Donc, en tout cas, dans le Mamizi, c'est principalement des enfants et des sexes masculins, donc quelque chose que j'interprète comme étant lié à la fertilité et au désir d'avoir un enfant, et notamment un enfant mâle. Et puis d'autres signes, notamment des signes d'animaux. On a vu que ça pouvait être pour la protection aussi des maisons contre les animaux nuisibles. Où est-ce qu'on trouve ces prélèvements? Finalement, sur à peu près toutes les parties accessibles des murs des temples. Et donc, le niveau auquel on les retrouve est probablement lié au niveau d'ensevelissement des temples. Là aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à explorer, avec un relevé systématique qui n'est pas encore achevé. Quand la question reste encore très ouverte, on est a priori après le 5e siècle. On a vu dans les points de comparaison qu'un certain nombre de choses se mettaient déjà en place à l'époque byzantine, autour des 6e, 7e siècles. Et puis, cela continue à l'époque médiévale. On l'a vu avec le texte de Makrizi qui date du 15e siècle, et peut-être même jusqu'à l'époque moderne. Là, c'est justement la question du comment qui va peut-être aussi pouvoir nous éclairer un peu, puisqu'en fonction des outils qui sont utilisés, on pourra peut-être aussi affiner un peu la datation. Et donc c'est aussi un élément important pour les campagnes à venir que d'étudier plus précisément ces traces d'outils. Les angles aussi, pour savoir si on taille toujours face à soi, si on taille par en dessous, par au-dessus, etc. Il y a un certain nombre de pistes à creuser pour explorer aussi cet aspect du comment est-ce qu'on prélève ces outils, enfin ces signes et avec quels outils. Et puis, donc pour la question du combien, on a vu qu'il y en avait quand même beaucoup, donc ce n'est pas une pratique qui est épisodique, c'est quelque chose qui est assez fréquent, assez régulier, mais ce n'est pas non plus systématique. C'est-à-dire si on regarde dans le Mamizi actuellement, il y a encore plein de signes de l'enfant qui sont disponibles à la taille. Tout n'a pas encore été pris, donc c'est pas on ne vient pas dans le temple, on ne récolte pas signes et ensuite on repart. C'est pas une pratique systématique non plus, ça donne plutôt l'impression que ce sont des pratiques ponctuelles. Et donc justement la comparaison des traces d'outils permettra aussi de voir si on a des ciseaux par exemple de tailles différentes ou au contraire a priori un même outil dans une même zone, essayer d'appréhender un peu mieux ces pratiques. Et puis reste la grande question du pourquoi, donc très vraisemblablement liée à des pratiques de fécondité et de fertilité, et puis à des pratiques plus larges de protection des individus qui nous éclairent finalement sur la façon dont les Égyptiens de l'époque byzantine et médiévale considéraient les ruines antiques et sur la valeur qu'ils pouvaient leur apporter.
Donc voilà, tous ces éléments sont assez préliminaires et ouvrent de nombreuses perspectives, à commencer par finir l'enregistrement des prélèvements, identifier aussi les signes qui ont été entièrement prélevés, puisque là, on n'a plus aucune trace qui nous permet de savoir exactement de quoi il s'agit, à part le contexte dans les textes hiéroglyphiques ou dans les scènes. Donc ça, c'est voilà, une partie que je vais mener et qui va rejoindre finalement mes premières amours plus philologiques des temples égyptiens anciens. Et puis voilà, consolider ces quelques données statistiques que j'ai pu vous montrer, étudier les traces d'outils et affiner la chronologie, et puis continuer à trouver des éléments de comparaison, aussi bien dans les sources textuelles qu'iconographiques, pour mieux comprendre le contexte et resituer ces prélèvements dans l'histoire post-pharaonique du site. Donc il y a encore du pain sur la planche, mais j'espère vous avoir montré avec ces quelques diapos et ces quelques exemples un peu le potentiel de cette recherche pour mieux comprendre finalement le devenir de ces temples égyptiens après l'époque pharaonique. Je vous remercie pour votre attention et puis je voulais juste terminer avec une petite référence à Peter Pan à qui j'ai volé le titre des garçons perdus de Dendera et puis une image, l'affiche d'un court-métrage que je suis allée voir il y a 2 jours avec Anna, ce qui s'appelle Dreams of Dendera, Ahlam Dendera, et qui montre aussi la façon dont on peut encore s'approprier aujourd'hui dans l'imaginaire collectif ces temples antiques. Je vous remercie. Merci Marion pour ce très très bel exemple méthodologique. C'est pour moi la parfaite méthodologie pour étudier tous les stigmates qu'on voit sur une paroi, parce qu'en fait, comme tu l'as bien montré, un objet antique n'est pas que antique. Et un mamusier antique est aussi un objet peut-être byzantin, peut-être moderne. Et alors ça rejoint ce que j'ai étudié pour les dommages, pour le côté plus iconoclaste, notamment la question de la systématisation. Et c'est très étrange, mais dans tous les temples qui montrent des traces de dommages, sur un même mur qui était visible à une même époque, certaines images sont imprimées et d'autres pas. Et pour ce qui est des dommages, j'ai l'impression que ça montre que c'est assez ponctuel. On passe, et en passant, on prend quelque chose. Mais comme tu le disais, il n'y a pas une campagne de destruction où on envoie tout le monde tout récupérer. Et les traces d'outils que tu montres bien qu'il y a différentes personnes qui viennent outillées, donc qui viennent avec l'intention de retirer quelque chose. Et que c'est peut-être pas si facile à faire d'ailleurs. Non, c'est un peu justement, on a l'intention de faire un peu d'archéologie expérimentale pour tester ça, voir combien de temps ça prend, si c'est facile, moins facile. C'est vraiment quelque chose qui est un élément important de la prochaine campagne, d'essayer de tester sur des blocs de pierre non inscrits qu'on va trouver, de tester ces techniques-là, voir comment ça se fait. Et ce qui est intéressant aussi là, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que pour une fois, c'est pas un acte iconoclaste. C'est une autre façon de voir les temples qui n'est pas de la destruction. Oui. Et ça, c'est aussi assez rare pour être souligné. Oui, parce que l'objet devient un objet d'une autre époque. Oui. Est-ce que tu as des photographies du 19e qui montrent des parois intactes qui ont été endommagées après la photo ? Alors, pour l'instant, c'est une partie de l'étude que je n'ai pas encore menée. J'ai commencé à récolter des photos, mais je n'ai pas encore pu comparer sur le terrain entre les dommages sur les photos et maintenant. Mais ça fait partie des choses qu'on a l'intention de faire avec Perrine et Emmanuel. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Merci Marion pour ta présentation. Je voulais justement rebondir sur cette question du comment, là. Je disais que tu avais un seul exemple avec un ciseau grain d'orge et justement je me demandais si tu savais du coup quel motif avait été prélevé et si du coup ça pouvait te donner une information ou pas sur la période du coup. Alors là pour le coup je ne suis pas sûre à 100%, mais c'est dans une zone où on a aussi des prélèvements de la main justement et il faudrait que je revérifie, je n'ai pas eu le temps de le faire là avant la conférence, mais il me semble qu'on a un endroit où un des prélèvements de la main était aussi avec cet outil-là. Et donc ce serait possible qu'on ait eu ici le signe du K avec les deux mains. Il faudra que je vérifie. Mais c'est vraiment, pour le coup, un signe qui est complètement différent de ce qu'on trouve ailleurs. Et j'avais l'impression que c'était peut-être plus récent ou en tout cas lié à d'autres pratiques. Mais j'ai quelque chose à creuser de ce côté-là, oui. Un détail à ajouter aussi,
C'est une étude qui concerne les études tardives, mais il faut être égyptologue pour pouvoir les étudier, parce que sinon on ne sait pas ce qui manque. Ah, c'est ça. Donc c'est là où il faut faire les deux, en fait. D'où- D'ailleurs, justement, est-ce que certains hiéroglyphes manquants, à part l'oiseau et le sexe, on sait ce qu'ils signifient à certaines périodes et pas d'autres? Ça pourrait peut-être donner des clés pour les Oui, datations. ça fait partie des choses à creuser aussi, la façon dont sont perçus, reçus les hiéroglyphes. On a quelques traités, notamment à l'époque médiévale arabe, d'interprétation des hiéroglyphes, de lecture des hiéroglyphes. Et donc oui, il y a quelque chose aussi à creuser de ce côté-là. Et puis comme tu disais, pas simplement ce que nous on sait ce que ça représente, mais qu'est-ce que eux ont cru y voir, les gens qui les ont retirés. Passionnant, merci beaucoup. Est-ce que ces prélèvements, le type de prélèvement de ce temple est lié à la fertilité parce que c'est le temple de Hathor? Et est-ce que sur d'autres temples, on a des prélèvements qui sont d'autres thèmes parce que c'est dédié à une autre divinité? Je me demandais. Alors je n'ai pas encore la réponse, mais justement c'est une étude qui j'espère sera étendue par moi ou par d'autres à d'autres sites. J'ai l'intention de le faire aussi sur le site de Komambo où je travaille également, pour comparer et voir si on a une spécificité ou pas des prélèvements en fonction des sites. Est-ce qu'il y a finalement une rémanence, une persistance de certaines notions? Là, effectivement, on sait que le temple d'Hathor, c'est le temple de la déesse des femmes, de l'amour, de la fertilité, de ce qu'on veut, et le Mamizi particulièrement un lieu de naissance. Donc déjà aussi, si on compare entre le Mamizi et le grand temple d'Hathor, est-ce qu'on a les mêmes choses ou pas? Dans le grand temple d'Hathor, en baladant comme ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de signes du visage qui sont prélevés, ce que je ne retrouve pas du tout dans le Mamizi. Donc a priori, on a déjà quand même une différence aussi entre les bâtiments d'un même lieu. Donc il y a quelque chose à creuser aussi. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais avis à ceux qui veulent se lancer dans cette étude-là aussi. Merci pour cette conférence. Et ma question, est-ce que cette pratique témoigne d'une continuité de croyances protectrices entre l'Égypte antique, copte et islamique? Peut-être. Alors, continuité de... Alors, une continuité de croyance, à proprement parler, je ne sais pas, mais en tout cas, une réinterprétation de quelque chose qui est ancien et qui est perçu comme ayant une puissance magique du fait de son ancienneté, du fait de son étrangeté aussi, oui. Mais cette réinterprétation-là, elle n'est pas forcément directement liée aux croyances pharaoniques elles-mêmes. C'est difficile de savoir ce qui est resté, ce qui a été complètement oublié. En tout cas, il y a des réinterprétations, c'est sûr. Simon ? Merci beaucoup pour cette conférence si intéressante. Mais j'ai noté que vous avez mis l'accent sur les figures des masculins et des enfants. Je voudrais savoir si les figures féminines ont vu les mêmes dommages ou non. Pour l'instant, très peu. À part la femme allaitante, enfin la femme accouchant ici et une autre femme qui est une femme allaitante, j'ai peu vu pour l'instant de prélèvements de signes relatifs à la femme. Après, peut-être que j'en identifierai des nouveaux dans les parties entièrement prélevées en essayant de voir ce qui manque, mais pour l'instant, très peu. Merci. Je propose qu'on continue devant un petit verre. Merci à tous.